Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc Alexandre Gobin, moi je suis directeur commercial de Silbo. Silbo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des solutions numériques et un accompagnement des hôpitaux dans la mise en place en fait de solutions innovantes sur la gestion des flux patients, gestion des lits, toutes les étapes logistiques autour du parcours du patient, donc gestion des lits, brancardage, transport sanitaire, bio-nettoyage. Voilà, donc on va vous détailler un petit peu tout ça aujourd'hui. On a souhaité donc faire cette agora pour vous faire un retour d'expérience sur un sujet qui nous paraît aujourd'hui majeur pour les établissements de santé. Puisque la gestion des lits, tout le monde en parle, la gestion des flux patients, mais souvent on a une approche très outil. Et finalement, en fait, c'est pas ce qu'on a appris nous, c'est que c'est pas une problématique d'outils, c'est avant tout une problématique organisationnelle. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Emmanuelle Garnier, donc directrice générale adjointe du CHU de Montpellier, qui a porté le projet Silbo au CHU de Montpellier. François Descaillet, qui est chef de projet DSO au CHUV à Lausanne. Donc on a voulu donner une petite dimension internationale, même si c'est pas très loin. Sortir un petit peu du franco-français. Donc François a porté le projet Silbo au sein du CHUV, qui est en cours de déploiement. Donc deux beaux projets pour nous. Et puis Francis Raymondon, donc qui est directeur associé d'OPBI Santé et qui en appuie en direction de projet sur les projets Silbo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de transformation des organisations hospitalières, enfin surtout eux. Je me risquerai pas dans cette aventure-là. Voilà. Est-ce que tu... Donc après la petite introduction, en fait, on va surtout vous partager des retours d'expérience, voilà, savoir comment les projets se sont déroulés, quels ont été les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration, qu'est-ce qui a bien marché, voilà. Donc, et on souhaite en fait que ce soit un échange. Donc n'hésitez pas à nous interrompre, à poser vos questions et à prendre la parole avant la fin de l'agora. Et on va donc développer tous ces points au travers ces deux projets-là et l'expérience de Francis. Donc bonjour, je vais continuer sur encore un petit peu de propos introductifs. Si tu peux passer à la diapo suivante, Lorraine, merci. Donc juste pour réaffirmer le message d'Alexandre, c'est que on a voulu avec cette agora zoomer sur le sujet de transformation des organisations. On rappelle la problématique, la thématique abordée qui est la gestion des flux. Alors j'espère que tout le monde est venu dans une idée de gestion des flux patients, puisque c'est l'objet qui nous concerne, donc quelque chose en lien direct de la gestion des lits, mais dans une dimension un peu plus large. Voilà. De se redire que la gestion des flux patients aujourd'hui c'est un sujet stratégique qu'on retrouvait dans les deux établissements qui témoignent aujourd'hui, avec le CHU de Montpellier où c'est un défi de son projet d'établissement récent. Sur le dernier projet d'établissement, et puis Lausanne également quelque chose de stratégique, mais on est plus dans du long terme, d'un sujet qui a été démarré et pérennisé depuis une vingtaine d'années, donc les deux retours d'expérience sont assez complémentaires et j'espère vont vous intéresser. Et le focus sur la transformation des organisations va insister sur le fait que c'est le véritable sujet aujourd'hui de mettre en place un outil sans se réinterroger et sans accompagner les changements d'organisation. C'est ne pas mettre les facteurs clés de succès d'un projet de ce type-là. Donc on a voulu mettre une attention particulière sur ça et on ne va pas faire une cartographie complète de tous ces sujets-là en 45 minutes, on va plutôt prendre des points importants sur lesquels on va pouvoir faire de l'échange avec vous, donc des petits focus particuliers. La solution numérique garde tout un attrait de venir soutenir ces transformations organisationnelles et aussi la solution numérique va permettre d'avoir de la donnée autour de ces processus-là et de permettre de les piloter dans un deuxième temps. Et pour conclure sur la partie transformation des organisations, de se dire ce n'est pas un projet one-shot où on va refondre une fois pour toutes les organisations et se retrouver dans le plus beau des mondes suite à ça. C'est vraiment une approche d'amélioration continue qui a été portée et dans lesquelles les établissements s'inscrivent. Et on démarre avec ces phases des fois de transformation, un peu de rupture, le point de départ d'une amélioration continue. Je peux avancer, Lorraine.
Et juste pour citer des grands sujets qu'on pourra, je ne vais pas zoomer dans le détail tout de suite, on pourra y revenir dans les questions-réponses et certains vont déjà être illustrés dans les retours d'expérience. Les sujets organisationnels clés qu'on retrouve dans ce type de projet de gestion des flux patients, des choses assez basiques, mais c'est bien de les rappeler. La qualité des saisies de mouvements réels. On ne va pas pouvoir gérer si on a une qualité d'information qui est mauvaise. Et on commence par une qui est présente partout, mais pas toujours de très bonne qualité. L'enjeu fort sur lequel on a un accompagnement important de transformation, c'est la prévision des entrées-sorties et de la rendre formelle et numérique. Donc je ne zoome pas, on pourra zoomer par la suite. On a dans le sujet de Montpellier la création ex nihilo d'une cellule de bed manager et puis on a sur Lausanne le retour d'expérience d'une cellule qui a fait sa vie, qui a évolué et qui va nous témoigner aujourd'hui où elle en est et qu'est-ce qui reste encore à faire. Il y a des sujets de règles institutionnelles sur lesquels on aura un petit peu des témoignages et la logique que ces sujets-là s'appuient sur des instances et parfois la transformation va imposer de revoir le fonctionnement de ces instances ou de les redynamiser dans leur animation dans la vie de tous les jours. Et j'ai fini mon propos introductif, on va laisser la parole. Donc d'abord je donne la parole à François sur... Donc moi je vais vous parler de deux retours d'expérience. Un premier projet qui a commencé en 2016-2018 sur la définition de date prévisionnelle de séjour dans un contexte de réorganisation hospitalière. On a mené entre 8 et 10 projets en parallèle, dont ce projet qui avait pour vocation de poser une date prévisionnelle de séjour, mais aussi de définir en fait nommément le médecin cadre en charge du patient. Et puis ces éléments-là ont été définis de façon institutionnelle. Donc l'idée c'est qu'après 24 heures, un projet thérapeutique soit posé pour le patient. Et puis, comme je vous disais, que la date prévisionnelle de sortie soit posée de façon grossière, puis affinée au fur et à mesure du séjour. Et cet exercice a permis, en fait, dans le département de médecine interne, de réduire de 11 à 8 jours de durée moyenne de séjour. Et puis, sur la partie de gériatrie, quelques années plus tard, de 12 à 8 jours de moyenne de séjour. Donc cette démarche-là, évidemment qu'on va la continuer avec l'outil Silbo. Le gros avantage d'avoir un logiciel, c'est d'avoir la visibilité en fait de cette projection. Et puis un élément qu'on va intégrer qui est nouveau, c'est le calcul, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le calcul de la date prévisionnelle de séjour en médecine interne. On a fait un pilote au CHUV qui démontre en fait l'intérêt de la corrélation sur la durée prévisionnelle de séjour pour des séjours de moins de 10 jours et puis une meilleure projection de la durée prévisionnelle de séjour pour des séjours de plus de 10 jours avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée c'est vraiment de rendre cet élément déjà de l'industrialiser et puis de le rendre visible dans Silbo. Et puis on va l'étendre à la chirurgie aussi. Ça c'est le premier point. Et puis en fait le deuxième point que je voulais aborder, c'est en lien avec la suite du séjour. Donc en Suisse on a une saturation complète des places de réadaptation. Et donc on a travaillé sur la projection des démarches à faire dans le cadre du séjour aigu en fait. L'idée c'était vraiment de s'appuyer sur ce projet thérapeutique que je vous ai expliqué tout à l'heure pour définir en fait un projet de réadaptation à 24-48 heures après l'arrivée du patient provenant des urgences et puis de profiter en fait du séjour aigu pour faire les démarches administratives et des démarches d'organisation nécessaires pour le séjour en réadaptation. Donc ça c'est un point qui est important. Au CHUV en fait on a
lorsque le séjour s'arrête, on change de, je dirais, de statut administratif. Et puis donc, à partir d'une certaine date, le compteur commence à en fait compter le nombre de jours d'attente avant le transfert en réadaptation. Donc ça, c'est un indicateur qui est très utile et qui nous permet en fait de challenger notre organisation. Aujourd'hui, on a 6 jours d'attente avant transfert en réadaptation, faute de place. Et donc ça nous permet aussi d'avoir des arguments dans les discussions qu'on a avec la Direction Générale de la Santé. Voilà, ça c'est 2 exemples que je voulais vous présenter. Je laisse la parole à Emmanuel. Juste avant de sauter sur le sujet d'après, il y a un point qu'on voit à l'écran que tu n'as pas abordé, qui est justement sur la gestion de l'aval. Tu as la cellule de gestion des flux qui va prendre de nouvelles missions. Voilà, exactement. Donc, fort de tous les constats que je vous présentais tout à l'heure, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pertinence à centraliser en fait les demandes de réadaptation pour plusieurs raisons. Donner de la visibilité à ces demandes, donner de la visibilité à la réponse. On travaille avec des partenaires qui sont indépendants de l'hôpital, donc il faut aussi suivre en fait ces démarches-là. Mais le point principal, c'est finalement, on s'est rendu compte que on était des acteurs forts vis-à-vis de ces centres de réadaptation. Parfois, il y a certains centres de réadaptation qui ne sont pas rattachés à notre établissement ont jusqu'à 80% de leur activité en lien avec nos patients. Or, on s'est rendu compte que dans les discussions un peu politiques qu'on avait avec eux, on est finalement assez faible dans les arguments qu'on devrait avoir pour essayer de pousser nos patients vers leurs institutions. Donc, la centralisation a pour objectif d'avoir une cellule qui a à la fois les données et à la fois les arguments pour négocier auprès de ces centres de réadaptation. Merci. Alors bonjour à tous. Alors le projet de Montpellier, il est un petit peu différent parce qu'effectivement on n'a pas votre antériorité sur la question. Nous en 2023 en fait on rédige notre projet d'établissement et nos usagers sont très présents et nous demande vraiment d'arriver à travailler sur la fluidité et l'amélioration du parcours patient. Et donc, on en a fait un de nos défis. Comment est-ce qu'on peut rendre le parcours patient plus fluide et sans rupture avec plusieurs enjeux, réduire notre temps d'attente aux urgences et donc, du coup, arriver à faire en sorte que nos patients arrivent plus vite dans nos lits d'hospitalisation. Ça voulait dire aussi, du coup, être dans une stratégie d'optimisation de notre capacité en lit. Et puis, le deuxième axe fort, c'était aussi qu'on puisse arriver à trouver des solutions d'amélioration pour les parcours dits complexes, pour des patients qui ont différentes problématiques, des vulnérabilités sociales qui font que ce sont des gens qui vont rester assez longtemps à l'hôpital. Donc finalement, notre façon d'aborder le sujet, ça a été de dire, voilà, on a 2 axes, travailler sur la gestion des lits et travailler sur les séjours complexes. Et finalement, la gestion des lits, on avait 0 maturité, hein, on va pas se le cacher. On n'avait pas engagé de stratégie autour de ce sujet-là. Et on s'est dit, ok, il va falloir qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on s'y prend. Et c'est comme ça que voilà, on a fait un peu de benchmark dans notre environnement pour voir un peu quels étaient les établissements les plus en avance. On a été voir Nancy, enfin on a été voir beaucoup de structures. Et on s'est rapidement rendu compte, ce que tu évoquais Alexandre au début, et toi aussi Francis, c'est qu'effectivement c'est vraiment pas du tout un sujet d'outils. Enfin, l'outil est important, mais l'organisation qui sous-tend l'outil, elle est fondamentale. Alors pourquoi elle est fondamentale? Parce qu'en fait, quand vous allez traiter un sujet de gestion de flux et de gestion des lits, en fait, vous allez réinterroger tout le processus de programmation de vos séjours. Donc, vous allez réinterroger le travail du médecin qui a décidé de
programmer un patient qui arrive, vous allez réinterroger le travail de la secrétaire, vous allez réinterroger le travail de l'infirmière qui va passer le moment à l'arrivée du patient, vous allez aussi réinterroger le travail du bureau des entrées qui, lui, va travailler sur des préadmissions pour permettre de préparer l'arrivée du patient. Et donc, quand on commence à rentrer dans le sujet, c'est là qu'on rend tangible le fait que c'est un sujet d'organisation et c'est un sujet de transformation des pratiques. Et donc là, vous voyez l'immensité des choses qui sont à adresser quand on s'y attelle. Et finalement, c'est là qu'on s'est dit, on a vraiment dans notre stratégie à aller. On avait besoin, de structurer une équipe et d'être appuyé sur ces questions de transformation et d'organisation. Donc, dans notre démarche, on a fait ce travail de réinterroger tous nos processus de programmation. On a essayé de poser les bases de ce que c'était qu'une cellule de gestion des lits au CHU de Montpellier. Et donc, on l'a un peu conçu, si vous voulez, comme une cellule qui nous aide, qui aide les urgences, finalement, à pousser le flux patient à l'intérieur du CHU, mais qui aide aussi les unités à s'approprier ces nouvelles modalités de fonctionnement et de les entretenir, parce que finalement transformer des pratiques, c'est pas juste former les gens une fois et puis leur dire tout va bien se passer, vous faites comme ça et ça va marcher. Non, c'est y revenir et être là présent en permanence. Donc la cellule de gestion des lits qu'on installe, elle a vraiment cette double vocation, c'est-à-dire c'est un outil opérationnel et puis c'est un outil au long cours qui permet d'entretenir la machine, de la faire progresser et surtout d'être à l'interface avec les acteurs du soin. On a eu la chance dans la construction aussi d'avoir une approche très médicale. Et vous allez le voir, notre équipe projet, c'est pas pour rien. On a un médecin qui a travaillé avec nous à mi-temps et qui nous a permis en fait de construire tout ce qu'il faut construire quand on pense à un parcours patient. Donc, quels sont les séjours qui impliquent un flux non programmé? Quels sont tous les séjours de programmés? Donc, on a construit des thésaurus et on a construit aussi des chartes d'organisation médicale entre des services d'urgence et des services receveurs. C'est-à-dire quels sont les profils patients qu'on met en place, qu'on accepte en niveau 1, en niveau 2, en niveau 3. Voilà, tout un tas d'éléments très présents d'organisation, très concrets, j'allais dire, d'organisation. Et en fait, tout ça, c'est un préalable. En tout cas, je sais pas si c'est un préalable, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place de manière synergique avec le projet informatique en lui-même et technologique. Et donc, je veux dire que dans ce cadre-là, c'est Francis qui nous a beaucoup accompagnés. Ça a été des moments clés. Et alors nous, je parlais de temps tout à l'heure. Nous, en fait, on a vraiment démarré en juillet l'année dernière et on a déployé en mars. Donc autant vous dire que construire un cahier des charges, faire le choix du prestataire avec lequel on allait travailler. En octobre, on s'est lancé et en mars, on a déployé un premier gros terrain, on va dire un lot de mise en place de l'outil. Et ce qui est très intéressant, c'est d'accompagner ces projets-là en essayant de montrer le bénéfice aux différents endroits. C'est-à-dire, il y a un bénéfice pour les urgences, mais le sujet aussi, c'est qu'il y a un bénéfice pour les secteurs qui accueillent, puisque finalement, on se retrouve avec un outil qui permet de remplacer les fameuses pancartes tentées, pour ceux qui travaillent à l'hôpital. Vous les connaissez, et qui permet de donner de la visibilité aux équipes de soins. Voilà, qui j'accueille demain, après-demain, aujourd'hui, en provenance des urgences. Et donc du coup, notre enjeu, c'était bien ça, et c'est important que dans les projets, on arrive à les porter comme ça. C'est que le bénéfice, il est aussi pour les acteurs du soin, sur le terrain, les soignants, qui sont tous les jours en train d'essayer de gérer le flux et de l'articuler, et notamment les cadres de santé, en fait, qui sont les premiers opérateurs qui font du Tetris en permanence. Là, ils ont l'outil en main qui leur permet d'avancer. Donc voilà, moi je viens de témoigner du fait que on peut aussi être rapide, mais c'est vrai qu'il faut une volonté forte. Et donc peut-être l'élément clé qui nous a permis d'aller vite, c'est finalement l'engagement qu'on a mis dans ce projet. Alors ce projet il s'appelle H2O.
pour la fluidité de l'eau et du parcours. Et donc, on a mis finalement une équipe projet hyper costaud et surtout pluriprofessionnelle. Donc moi, à l'époque, j'étais pas DGA, j'étais directrice des parcours. Et donc, j'ai consacré du temps, de l'énergie. Il y a de la conviction à faire, parce qu'il faut transformation des pratiques médicales, soignantes, administratives. Donc voilà, il faut être engagé. Et puis l'équipe pluripro, c'est finalement quelqu'un qui est capable de travailler sur les orgas et faire de la chefferie de projet, un médecin qui lui peut animer tout le dialogue médical qui est vraiment indispensable et contributif en fait à l'aboutissement du projet, et puis une cadre sup qui elle va vraiment travailler tous ces aspects de lien avec les soignants et qui va aussi piloter finalement ce hub et lui donner, alors on appelle ça le hub chez nous, la cellule de gestion des lits, notre hub flux patient, et qui va pouvoir embarquer les soignants qui y travaillent et piloter le projet d'un point de vue paramédical. Donc c'est vrai que les clés de la réussite, c'est vraiment, je pense, tout cet engagement en temps, en énergie et en pluriprofessionnalité qu'on a réussi à mettre sur le projet avec le soutien de l'Agence régionale de santé, qui forcément a beaucoup aidé les établissements à avancer. Je pense que c'est ça qui nous a beaucoup permis d'avancer. Voilà. Le reste, on verra dans les questions si on reviendra un petit peu. On va aller sur François sur le même sujet, sur les moyens humains qui ont été mis en œuvre, mais là plus sur une vision long terme, parce qu'on a un retour d'expérience long. Donc si on parle de gestion des flux patients, nous on a commencé à faire de la gestion des flux patients en 2002 au CHUV. Probablement influencé par les nombreuses infirmières canadiennes qui arrivaient avec cette vision-là. Donc on a commencé avec une toute petite équipe qui quand même faisait tourner l'hôpital la journée et le week-end. Et puis cette équipe s'est agrandie en faisant du 24 heures sur 24. Et puis on a d'autres missions qui sont arrivées, qui ont étoffé en fait les missions de la gestion des flux patients. Pour le projet de logiciel, donc nous on perçoit ce projet, j'allais dire on percevait, c'est vraiment en présent qu'on le perçoit concrètement. On perçoit ce projet non pas comme le déploiement d'un logiciel, bien sûr qui va arriver ce déploiement, mais vraiment comme une réorganisation de nos organisations. On a un vrai travail, donc là vous voyez en fait l'équipe projet qui est dédiée à ce déploiement, mais parallèlement à ça on a organisé plus de 100 séances avec les cliniciens. Et on a voulu en fait tout de suite accompagner, disons, ces cliniciens et intégrer ces cliniciens dans notre projet. Donc c'est un vrai projet de transformation avec un vrai axe d'accompagnement, changement des pratiques. Voilà. Eh bien merci pour ces témoignages. On a voulu faire une présentation assez courte pour laisser du temps aux questions, à la clarification, des choses qui viendraient de vous, public. Si vous séchez, on ouvrira des questions autour de la table. Si on revient un peu en arrière, là c'est un exemple qui est assez bon, je pense. Ce volet de transformation des organisations est moyen nécessaire en intra d'abord, au sein des établissements, de se dire comment on va porter cette démarche-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous déjà représentent des établissements et sont engagés dans des projets de ce type-là, ou on en vécu par le passé, ou on projette d'en engager bientôt. Est-ce que pour vous c'est une évidence ces moyens mis en œuvre, ou est-ce que pour vous il y a un étonnement et vous pensiez que c'était moins de mobilisation humaine de vos équipes, sachant que là on parle d'établissements quand même conséquents, on est sur des CHU, mais je peux témoigner que sur des établissements de plus petite taille, dès qu'on va avoir des établissements MCO avec des urgences, du moment qu'on est dans un premier périmètre autour de 400-500 lits et plus, on va avoir l'intégralité des fonctions qui sont représentées déjà. On peut avoir sur le cadre sup le médecin un peu moins de participation, mais pas beaucoup moins. Et donc c'est des ordres de grandeur qui sont assez communs à tout projet
j'exclurais les établissements de 100-150 lits MCO, mais dès qu'on parle d'établissements à partir de 400-500 lits, on est un peu dans cette structure projet. J'ai envie de vous laisser la parole. Je crois qu'on a quelqu'un qui peut faire circuler un micro dans l'assistance. Donc si quelqu'un a envie de témoigner de son étonnement ou au contraire de confirmer la vision, je vous invite à lever la main. Merci. Bonjour, Betty Bourdet du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Donc moi je serais plutôt d'avis de confirmer cette configuration. Alors nous, pour reprendre votre expression, Madame Garnier, nous n'avons pas un hub, nous avons carrément une cellule de lit déjà installée depuis plus de 10 ans. Et donc on n'avait pas besoin, entre guillemets, de médecins puisque nos chartes étaient déjà établies, les règles étaient déjà établies. L'idée c'était effectivement, pour reprendre les termes du CHU vaudois, de donner une visibilité, de réduire le temps soignant sur cette gestion des lits, de retirer les fiches hantés, bien sûr. Et pour ajouter un terme à tout ça que je n'ai pas entendu, c'est d'être dans une collaboration. Parce qu'effectivement, dès l'instant qu'il y a une demande de lit qui émane des urgences ou d'un autre service ou de transfert de service à service, ça embarque tout le monde. Et tout le monde le voit à l'instant T. Voilà mon retour. Alors, merci. J'en profite que vous ayez le micro pour prendre une illustration là de sujets organisationnels qu'on voit assez classiquement, qu'on retrouve dans les deux témoignages. François disait une action forte qu'ils ont mis en place dans le passé et qui a encore des actions aujourd'hui, c'est autour de la DPS, de la date prévisionnelle de sortie. Ce qu'on a échangé ensemble, c'est que aujourd'hui il reste un sujet autour de ce qu'on appelle la date confirmée de sortie, c'est-à-dire quelque chose qui au plus près de la date effective, c'est-à-dire la veille ou le matin même, de confirmer pour augmenter la fiabilité de cette prévision et l'organisation. Est-ce que c'est un sujet, quand vous avez démarré Citbo, sur lequel vous êtes dit il faut qu'on progresse encore un peu sur ces sujets-là, ou est-ce que c'est déjà mature dans votre établissement, cette notion de programmation de sortie ? Alors, ce sujet était mature, mais on s'est aperçu que les pratiques de soins ont amélioré les DMS, les durées moyennes de séjour, hein, et donc vous vous dites une DPS, durée prévisionnelle de séjour, c'est ça? Donc, en gros, c'est la même chose. Et du coup, on s'est aperçu qu'il fallait effectivement tous les jours la revoir. Et oui, c'était un des premiers sujets aussi d'être fiable, parce que ça donne le capacitaire en lit, parce que ça te permet de faire un prévisionnel en amont. Donc on essaie de ne pas la subir, surtout quand on est en état de crise, quand on est en épidémie de grippe ou autre. On essaye plutôt d'être acteur. Et j'étais à Santé Expo ce matin, je suis repartie exprès pour ça et je suis revenue exprès. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a un autre Oui, merci. Bonjour, Fiona Rosala, je suis ingénieure en organisation au CHU de Nîmes. Voilà. Donc nous, on a déployé ce projet-là il y a 1 an. On est encore en cours de déploiement. Et c'est mon témoignage surtout pour confirmer effectivement tout ce que vous venez de dire et puis tous les moyens qui sont déployés. Avec juste une petite alerte ou un petit sur l'appui du service informatique qui est hyper important en fait. Voilà. Et puis on se retrouve totalement dans les sujets organisationnels clés et puis l'amélioration continue aussi hyper important parce que on a déployé ce projet il y a 1 an et on est encore aujourd'hui dans certains sujets qu'on réajuste continuellement. Oui, non, mais effectivement, je l'ai pas souligné, le rôle de la direction informatique, elle est majeure. Et on parlait de collaboration. En fait, ce type de projet, c'est des projets qui doivent embarquer toutes les communautés qui sont autour du sujet. Et c'est vrai que nous, on avait un temps d'ingénieurs informatiques dédié. Et encore une fois, quand ça fait partie d'un projet qui est stratégique pour l'établissement, nous, c'est un des défis du PE. En fait, ça aligne quand même globalement la communauté des acteurs et des gens qui doivent s'impliquer, quoi. Et donc, on avait un DNS qui nous suit, on a un DNS qui nous suit, et c'est bien sûr c'est majeur et c'est fondamental. Faut arriver à embarquer, à avancer en même temps sur les aspects techniques et organisationnels et arriver à cranter cette mécanique de manière simultanée. Donc ça c'est une évidence et je pense qu'on a eu beaucoup de chance à Montpellier. On a beaucoup de chance. On a des gens formidables.
on n'a pas osé essayer de valoriser le temps des équipes informatiques, hein, parce que je pense qu'on peut pas le compter. On peut pas le compter. Et juste dites-vous que il y a plein d'effets ricochets. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'interop avec Silbo qui est le sujet des équipes informatiques. On a pointé des difficultés dans les pratiques de saisie des mouvements. Donc, il y a des sujets autour de l'usage des logiciels de saisie des mouvements. Il y a un travail sur la programmation qui était un projet connexe, mais qui devait respecter un calendrier commun. Et c'était une énorme mobilisation. Ils sont aussi concernés par des ajustements de structure qu'on a mis en lumière et qui sont une nécessité de ces projets-là. Donc il y a une somme d'acteurs, vous avez vraiment les leaders de qui doit porter le projet. Après, c'est un projet qui a nécessité la direction des travaux, la direction des ressources humaines, le contrôle de gestion et le décisionnel. Du moins, c'est au final un sujet qui... C'est bien qu'il soit stratégique parce qu'il va nécessiter de toute façon un appui stratégique pour que tout le monde s'aligne sur ce projet-là. Ouais, et je rajouterais, en fait, il y a 3 dimensions. Parce qu'on parle beaucoup de transformation des organisations, donc effectivement, il y a l'aspect organisationnel, l'urbanisation du système d'information. Parce qu'une fois qu'on a défini les orgas, on parle de data, on va générer de la data. Il y a des informations notamment médicales qui se retrouvent dans les DPI ou ailleurs, qui doivent redescendre dans l'outil de gestion des leads, de gestion des flux, qui doit lui aussi restituer de la data. Donc il y a ce prisme-là, donc la partie informatique est hyper importante. Et je reviens aussi sur la partie outils parce que au départ, il y a 80% du travail, c'est la transfo, c'est l'orga. Après, l'outil vient pérenniser cet orga, vient l'apporter et soutenir les soignants au quotidien. Ça, c'est hyper important. Et va venir challenger l'orga aussi. C'est-à-dire que il y a cette étape aussi à pas louper où peut-être François, tu peux peut-être rebondir. C'est-à-dire que on est très focus process, organisation, et quand on commence à brancher l'outil, il y a une petite réfraction en fait. Enfin, il y a des éléments, des personnes qui peuvent être un peu réfractaires à mettre les mains dans l'outil informatique. Et donc ça, c'est à pas négliger. Et une fois qu'on a réussi ça, donc l'outil va venir générer de la data, soutenir la méthode, et la méthode va être à retravailler. Donc il y a ce côté aussi pérennisation de l'accompagnement, qui est une phase presque aussi importante, voire presque plus importante, pour garantir en fait le succès du projet sur le long terme. En réaction à ta question, en fait, effectivement, nous, avec notre historique long de gestion des flux, on se rend compte qu'on a des habitudes qui sont très ancrées, papier, crayon, fichanté, etc. Et donc, on a sous-estimé, probablement, même si on a prévu un plan d'accompagnement de la gestion des flux, on a sous-estimé en fait le gap que représentait en fait ce passage du papier crayon à l'informatisation. Donc là, on est en train de travailler de façon ardue pour vraiment accompagner ces équipes vers cette transformation un petit peu digitale. Cette transformation digitale qui par ailleurs se fait avec d'autres logiciels institutionnels, et donc on a une contrainte liée à cette somme de changements institutionnels dans lequel s'inscrit Silbo. Je me permets juste de rebondir sur un point, parce qu'on parle organisation, on parle changement. Nous, donc je vous ai parlé de la durée prévisionnelle de séjour. On s'est quand même rendu compte qu'avec le temps, en fait, il y a parfois une baisse de pratique. Et que là aujourd'hui on est obligé de revenir sur des fondamentaux pour que les cliniciens continuent de renseigner de façon systématique cette date prévisionnelle de sortie. Et on se rend compte aussi, puisque c'est un hôpital universitaire en psychiatrie comprise, que parfois il y a des secteurs ou peut-être la direction a oublié de mettre un focus à un moment donné sur certains sujets. Et donc là, on revient sur tous les sujets avec Silbo. Donc c'est un travail qui est conséquent, et si c'est à une échelle de plusieurs secteurs, qui prend du temps. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte dans les ressources. Ouais, et la numérisation des pratiques aussi va impliquer un changement en fait de facto, c'est-à-dire que dans les outils papier ou les fichantés, il y a beaucoup de métiers au final. Et parfois, quand on fait la transition vers le numérique, on oublie d'embarquer ces parties métiers. Ça peut être une petite croix sur la fichanté, un coin qui est corné. Et en fait, il y a beaucoup de valeur finalement dans ces pratiques-là.
qui sont importantes à prendre en considération dans la numérisation. Et l'apport de l'outil numérique va aussi dégager du temps. Donc l'idée, c'est pas de remplacer les hommes par l'outil, mais c'est d'utiliser l'outil en fait pour toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Et en fait revaloriser les postes. On parle des bed managers par exemple, plutôt que de simplement chercher des leads disponibles, vont avoir un rôle de coordination. Arrête-moi si je me trompe, Betty, mais il y a une revalorisation du métier aussi pour accompagner l'établissement, pour accompagner le changement, toujours dans cette phase pérenne et s'assurer en fait de l'adhésion, déjà de la méthode, qu'elle soit bonne, et puis de l'adhésion de l'outil, de la pérennisation en fait de l'ensemble du système. Il y a un point qu'on n'a pas abordé dans la question de la revalorisation et je me permets d'aborder venant de Suisse, c'est la question financière. En fait, ces changements organisationnels mettent simplement en évidence que il y a des boucles dans notre activité qui sont inutiles et qu'on produit en permanence et qui ont un coût peut-être simplement en temps, mais aussi qui a un coût. Donc nous, en fait, il faut expliquer que notre projet s'inscrit dans un plan d'économie globale de l'hôpital et c'est une mesure. Donc ce plan d'économie globale a souhaité travailler sur la réorganisation et non pas supprimer de postes, sur la réorganisation de l'hôpital. Et en fait, tout simplement pour vous dire que c'est une des branches qui participe à cette réorganisation avec un objectif financier clair derrière. Je vais rebondir sur ça. Si tu peux passer la diapo d'avant, voilà. Juste... Tac, tac, tac. Non, celle-là. Parfait. Il y a un enjeu d'autonomie financière de la fonction, en particulier de la cellule de gestion des lits, mais c'est un investissement. C'est un investissement où il faut savoir aller loin. On a parlé d'amélioration continue. C'est aussi, l'amélioration continue, ça demande de mettre des moyens. Je l'illustre parce que sur la cellule, sur le hub à Montpellier, on a fait le choix de dimensionner le hub pour permettre une chose qui soit vraiment d'animer cette amélioration continue. Ça veut dire que toutes les semaines, on a du temps homme, temps femme dans cette fonction-là, qui est capable de faire de la relation client, qui va rencontrer chacun des services utilisateurs pour se dire comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent, et qu'est-ce qui ne marche pas, et comment on progresse. Et comment on progresse ensemble. C'est vraiment un fait important de se dire il faut ce temps-là porté par quelque chose de central et en responsabilité pour que au global de l'établissement, dans toute sa décentralisation de gestion, ça progresse. Et c'est conséquent. Ça veut dire 1 heure par service et par semaine, c'est conséquent. Mais ça permet de progresser. Je m'excuse. Je suis obligé d'intervenir parce que cet investissement, de mon point de vue et pour avoir été responsable gestion flux passant pendant plus de 10 ans, ça a été clairement un combat, mais c'est un investissement qui est ridicule à la vue des effets que les gestionnaires ont. Si on prend l'exemple des urgences, l'effet de décision, l'accompagnement à la décision, en tout cas en Suisse, la gestion des flux participe aussi à l'orientation. C'est évidemment médical, mais elle aide à l'orientation. Eh bien, c'est des dizaines, des centaines d'heures économisées, et donc c'est des centaines d'heures qui sont, qui auraient été nécessaires avec des ressources soignantes pour soigner des patients qui sont là en attente. Et donc, si on réduit l'attente aux urgences, puis l'attente pendant l'hospitalisation, eh bien, une personne ou un EPT a un effet de x5 ou peut-être x10 soignants. Donc ça, c'était un combat depuis le début de la gestion des flux passants. Il nous reste 5 minutes, donc si vous avez des questions. Alors, moi je suis du CHU d'Orléans, je vais juste élargir un petit peu. Est-ce que au niveau des établissements ou voire de Silbo, vous envisagez d'utiliser ce genre d'organisation, mais à un niveau territorial,
pour communiquer entre les établissements, notamment dans les transferts, et anticiper un peu les besoins entre établissements. Et est-ce que Silbo serait l'outil ? Oui, alors merci pour la question. Alors oui, on embarque cette dimension territoriale puisque souvent, pour rien cacher, hein, il y a des subventions ARS pour inciter les établissements à adresser ce sujet de gestion des lits. Et ce sont des projets de territoire avant tout, qui permettent à des territoires de s'équiper. Donc on peut proposer la plateforme un petit établissement qui va avoir une action déclarative telle qu'elle pourrait le faire dans le ROR, avec une interface un peu plus conviviale et surtout qui est connectée aux autres établissements du territoire. Et ces autres établissements peuvent tout à fait utiliser Silbo dans sa gestion complète de gestion de flux patients. Donc la réponse est oui. Il y a cet aspect collaboratif avec des indicateurs de territoire spécifiques, voilà, pour visualiser les places dispo dans les différentes unités, les différentes filières, les niveaux de tension, etc. Donc c'est des éléments qu'on va un peu pousser en termes d'usage, mais aujourd'hui ça existe déjà. Je ne sais pas en termes transfo s'il y a des sujets particuliers, mais en tout cas, il y a forcément une réplication possible après d'un projet réussi dans un des établissements sur les autres établissements. Nous, la majorité des projets sont des projets de territoire. Sur l'orga, en fait, l'enjeu, c'est effectivement une cellule centralisée de gestion des lits sur un territoire. Hein. Là, nous, c'est vrai que le sujet va bientôt arriver parce qu'on reprend des établissements en direction commune aussi, et donc bon, ça peut faciliter l'utilisation, voilà, de lits de médecine sur des secteurs un peu plus éloignés. Et c'est sûr que c'est une bouffée d'oxygène. Et puis, ça s'inscrit aussi dans la filiarisation des parcours. Hein. On peut imaginer que dans un CHU, on a des activités un peu de recours et on gère le soin aigu, et puis on est capable d'adresser sur de la médecine un peu moins aiguë nos patients. Donc je pense que si on réfléchit en termes de parcours, la question territoriale, elle est centrale, hein, c'est sûr. En fait, dès à présent, si on prend la situation de Montpellier, la cellule qui est toute récente, hein, qui vient d'arriver il y a quelques mois, a pris en responsabilité la gestion des transferts, en particulier les transferts autres établissements depuis les urgences, l'identification du correspondant et après l'organisation elle va faire une mise en relation entre médecins, mais par contre, du moment qu'on détecte que le patient a eu une prise en charge récente dans notre établissement et a priori devrait avoir une réorientation vers cet établissement-là, ou qu'il est suivi de longue date dans un autre établissement pour la pathologie concernée, on va faire la recherche de l'interlocuteur avec la cellule, la mise en relation médicale et après l'organisation du transfert par la cellule. Donc ces questions inter-établissements sont clairement une perspective déjà abordée un petit peu aujourd'hui et encore plus demain. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci Francis, François. Merci beaucoup à vous trois. J'espère que l'idée c'était de vous partager ce retour d'expérience en espérant que ça vous aura été intéressant. Et n'hésitez pas à venir nous voir pour échanger. Stand I53. Et une bonne journée.